En 2013, la France est devenue le 4e État à ouvrir le mariage et l'adoption à tous. 3 ans plus tard, en 2016, les manifestations hostiles à l'égard des personnes homosexuelles ont bondi de près de 20%. Dans la famille, l'entourage, les lieux publics ou le travail, l'homophobie est partout. Parce que lesbienne, Jennifer a été prise à partie par un homme de son village durant des semaines, jusqu'au jour où il est passé à l'acte. Quant à Michel, il a dû renoncer à sa vie, son métier, sa passion, le jour où son secret, son homosexualité, a été dévoilé. C'était il y a 40 ans, Michel ne s'en est jamais remis. Alors, peut-on vivre et aimer librement aujourd'hui en France? Que faire contre les agressions dont sont victimes les homosexuels? Comment lutter contre les discriminations sexuelles? Pour le savoir, j'ai rencontré maître Caroline Mécari, une avocate qui a fait de la cause des homosexuels un combat. Et Michael Bûcheron, président de l'association FLAG, qui lutte contre l'homophobie dans l'administration. Mais d'abord, le témoignage édifiant de Michel. À 68 ans, Michel Lapierre reste un homme meurtri par un événement qui a bouleversé sa vie. C'était il y a 40 ans. Petit dernier d'une famille de 3 enfants, Michel a grandi à Lyon. Dès son plus jeune âge, il n'a qu'une idée en tête, devenir policier. Je crois que l'un des premiers mots que j'ai dit à ma naissance, après papa et maman, c'était le mot police. Donc chez moi, c'est inné. Jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans, toutes les années, pour mes anniversaires, j'avais une panoplie de gardien de la paix. Une vocation, une passion dévorante qui ne l'a jamais quitté. Lorsque je suis arrivé à l'adolescence, ma mère m'a dit alors, vraiment, choisis ce que tu veux faire. Tu es le dernier de la famille. Si tu veux être médecin, même si c'est dur, tu seras médecin. Si tu veux être avocat, tu seras avocat. Moi, j'ai dit non, je veux être policier. Je savais que pour être inspecteur de police à cette époque-là, il fallait avoir soit le bac, soit la capacité en droit. Donc, j'ai choisi la capacité en droit. Mais Michel a un secret. Il est attiré par les garçons. Petit déjà, il est troublé par la beauté de ses copains. Il ne réalise pas encore que ce qu'il ressent est en réalité une attirance. Pour lui, le policier qu'il veut être ne peut pas être homosexuel. Il refuse de se laisser tenter par les hommes et s'oblige à faire comme tout le monde. Dans les années 70, dans la famille de Michel, comme dans beaucoup d'autres, la sexualité est taboue, l'homosexualité impensable. Je mettais ça en sommeil en moi en me disant ça passera. J'ai eu un très grand amour à ce moment-là. Elisabeth, qui a été pour moi le plus grand amour féminin que j'ai eu. Nous avons donc fait l'amour pour la première fois. Mais pour moi, ça a été une grosse déception. Je n'ai pas connu ce merveilleux dont on m'avait tant parlé. J'ai mis ça sur le compte d'un manque d'expérience de ma part, en me disant ça passera, parce que je refusais de l'analyser, quoi. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en moi et que je refusais par rapport à la police. C'est ça le truc. C'est ça, c'est la police qui m'empêchait de pouvoir vivre ce que je devais vivre, sexuellement parlant. Michel refoule ses désirs et se concentre sur son principal objectif. Au début des années 70, la police fait face à un manque de personnel important et ouvre un concours d'enquêteurs accessible avec le bac. Une aubaine pour lui. Alors ça a été magique parce que le chef de service m'a appelé. Et là, il m'a dit mes félicitations, monsieur l'enquêteur. Là, tout le monde a applaudi. Et l'émotion. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Je suis enfin flic. Ça fait partie des grands moments de ma vie, ça. C'est un aboutissement. C'est quelque chose qui est... Le petit garçon était récompensé.
Michel a atteint son rêve. Mais voilà que sa sexualité, qu'il refoule depuis tant d'années, revient le hanter. C'était en juillet 71. Je vais prendre un verre dans un bar où on avait l'habitude les uns les autres de se retrouver. Et là arrive Pascal. On a passé la soirée ensemble, on est allé au restaurant et tout. Et puis, comme on avait bu un petit peu, il me dit « Ah, écoute, j'ai pas envie de rentrer chez moi ce soir. Est-ce que tu peux m'héberger » J'ai dit « Oui, pas de problème. » Ma mère étant pas là, il est venu dormir à la maison. Et on a dormi dans le même lit. Je me disais « Ça y est, oui, sexuellement, c'est ça. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. » Les filles, ce sera pour la forme, pour le paraître, par rapport à ce métier-là. La police n'était pas, à l'époque, avec un esprit très ouvert. Les gens étaient relativement bruts de décoffrage. Dès qu'il y avait une affaire dans laquelle un homosexuel était impliqué, il fallait voir en quels termes on en parlait. C'était le PD, c'était vraiment... c'est pas des hommes, voilà. Michel s'enferme dans le silence et le mensonge. Il se donne à corps perdu dans son métier et ça paye. On lui propose d'intégrer la prestigieuse police judiciaire à Annecy. J'ai eu la chance de participer à l'une des plus grandes surveillances qui soit faite sur le gang des Lyonnais. Au sein de la police judiciaire, Michel fait rapidement l'unanimité. C'est un bon flic. C'est quelqu'un qui prenait plein d'initiatives sur un plan enquête. Il nous faisait partager son amour pour ce métier. Il était vraiment impliqué jusqu'au cou, quoi. C'était quelqu'un que, une affaire, il fallait qu'elle aboutisse. Hein. Il fallait pas qu'elle soit laissée à l'état d'abandon. Il allait jusqu'au bout. La passion y était, c'est dévorant. C'est un métier qui nous bouffe parce qu'on l'aime, ce métier-là. Donc, il nous bouffe complètement. J'en oubliais même ma vie privée, à la limite. En privé, Michel est malheureux. Et malgré cela, chaque jour, il doit donner le change. Côté boulot, la crime, c'est comme une famille. Michel se sent en confiance avec ses nouveaux collègues. L'inspecteur principal avait 1 an de plus que moi. C'était Alain, il était inspecteur principal. Et il y avait Georgie, qui était inspecteur. On formait vraiment un joli groupe bien sympathique. Une confiance telle que petit à petit, Michel se lâche. Ben, je leur en ai parlé. Alors, on avait donc à 2-3 ans près, on avait le même âge. J'ai eu l'impression que tout se passait bien. Alors, au niveau de Georgie, j'avais aucun problème. Lui, il a accepté la chose en se demandant pourquoi. D'ailleurs, je faisais tant de mystère. L'inspecteur principal, Alain, lui, c'était un peu... Il m'a quand même bien fait sentir que si un jour j'avais des problèmes, il ne serait pas là. Malgré tout, Michel est soulagé. Il est enfin libéré de ce poids immense qui lui pesait depuis toutes ces années. Et il baisse la garde. Il y a eu un épisode qui a été le déclencheur de tout. On fréquentait un bar gay-friendly, c'est-à-dire qu'il y avait des hétéros et des homos. Et un soir, il y a un garçon qui aimait bien faire des spectacles de transformisme. Et on me demande si je veux présenter la soirée parce que celui qui était pressenti pour ça était malade au dernier moment. Et pour faire plaisir, j'ai présenté ce spectacle, mais sans vulgarité, sans rien. Seulement, cette soirée est venue aux oreilles de mon patron de manière déformée. Il y a un collègue de la sûreté qui est allé lui dire un jour oh ben, vous en avez un qui participe à des soirées travesties dans les boîtes homosexuelles. Et là, ça a été la bombe atomique. Une bombe atomique dont Michel est encore bien loin d'imaginer la puissance de déflagration. Michael Bûcheron, vous êtes président de l'association FLAG. Est-ce qu'on dit que c'est l'association qui défend
les homosexuels dans la police et dans la gendarmerie, c'est ça un peu, oui? Historiquement, oui, en 2001, Ouais. c'était l'idée première. Mais maintenant, on couvre un prisme beaucoup plus large, puisqu'on intègre à la fois le ministère de l'Intérieur et depuis avril dernier, l'ensemble du ministère de la Justice, dans sa globalité. C'était quoi être homosexuel dans la police dans les années 70? Ce qu'a vécu Michel? C'est notre époque, c'est notre police déjà. Et sur la question de l'homosexualité, si ce n'était pas visible en 2001 lorsqu'on s'est créé, il faut s'imaginer 30 ou 40 ans en arrière ce que ça pouvait être. Il n'y avait pas encore la dépénalisation totale de l'homosexualité en France, puisqu'il a fallu attendre les années 80 pour cela. Et puis on est une institution qui, à tort ou à raison, a cette image un peu vieille France un petit peu, c'est-à-dire très conservatrice et... Michael, pourquoi c'était plus compliqué dans la police d'être homosexuel que dans d'autres métiers? C'est un métier perçu comme un métier viril, un métier d'homme. C'était d'ailleurs la formule dans les années 70-80. Donc on n'a pas le droit d'être un peu en dessous. Et donc voilà, et l'homosexualité étant perçue, évidemment à tort, mais étant perçue comme une fragilité, une faiblesse de la nature humaine, forcément, quand on est gay, on renvoie cette image-là. Donc à l'époque, Michel, à Annecy, il avait de bonnes raisons d'être inquiet. Je peux comprendre qu'il puisse être inquiet et je peux comprendre qu'à cette époque-là, il fallait plutôt rester discret. On pourrait penser que près de 40 ans plus tard, les choses ont changé. Et pourtant. Jennifer vit à Éter, une ville de 6000 habitants près de Lille. À 27 ans, elle est une femme pleine d'espoir. Son rêve, terrasser l'homophobie. Car le 18 mai 2013, Jennifer a croisé le visage de la haine, de l'intolérance et de la violence. Jennifer a vécu un événement traumatisant, coiffé d'une injustice profonde. Petite fille discrète, Jennifer grandit au sein d'une famille de 7 enfants. Et très vite, l'insouciance de l'enfance laisse place à une adolescence troublée. J'avais entre 16 et 17 ans. Là, je me suis vraiment aperçue que j'aimais que les choses de garçon, faire du foot, les pompiers. Je me suis inscrite à l'école des pompiers. Tous des trucs de garçon, quoi. Du coup, je me posais la question, je me suis dit, il y a un problème. J'avais un copain. Et plus j'avançais avec lui, et plus je me rendais compte que les sentiments n'étaient pas présents et je ressentais rien envers un garçon. Et du coup, j'ai mis un terme à ma relation. Et de là, j'avais rencontré justement une amie qui était, elle, lesbienne. Et petit à petit, j'ai eu des sentiments, j'ai eu des sensations nouvelles que je n'avais pas avant. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais bien les filles, enfin, que j'étais lesbienne. Jennifer a une amoureuse, qui est aussi une oreille attentive et un soutien. Rapidement, Cindy l'encourage à révéler son homosexualité à sa famille. Quand je l'ai annoncé à ma mère, elle m'a regardée, elle fait « je m'en doutais ». Du coup, j'ai rigolé, mais c'était un rire soulagé. Ils l'ont tout de suite accepté. Pour eux, du moment que je suis heureuse, c'est le plus important. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est un poids en moins et c'est vraiment... je pouvais être moi-même à 100%. Parce que c'est vrai qu'avant, je me promenais dans la rue, c'était tout le temps, je me retenais de peur d'être jugée, mais c'est à ce moment-là où vraiment je me suis lâchée que j'ai été moi-même. Une fois son secret avoué, Jennifer peut enfin vivre son homosexualité au grand jour et l'assumer. À partir du moment où mes amis et mes parents étaient au courant de mon homosexualité, là, c'est le regard des autres, ça me passait au-dessus. Mais rapidement, Jennifer subit le revers de la médaille. Les insultes, les jugements, c'était fréquent. Sale lesbienne, sale guine. Après, il y avait encore des choses pires. C'est t'inquiète pas, je te ferai goûter, tu changeras de bord, tout des trucs comme ça. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vu que l'homosexualité, ça pouvait être vraiment un problème pour certains. Et c'était plus avec un garçon de ma ville. Dès qu'il a su que j'étais lesbienne, il a montré qu'il était bien homophobe. Donc ça a commencé un soir, donc devant chez mes parents. Et il m'a regardé droit dans les yeux en me disant que s'il pouvait se tatouer une croix gammée sur le pectoral, il le ferait. Donc par rapport au fait que j'étais lesbienne. Donc c'est à ce moment-là que tout a commencé. Le début d'un long harcèlement,
D'autant que pour Jennifer, il est quasiment impossible d'éviter de croiser la route de cet homme très connu dans le coin. Tout le monde le connaissait, en fait, on savait très bien, ouais, il faut pas le regarder de travers, il faut rien lui dire. Du coup, on peut dire qu'on avait quand même un peu des craintes, quoi. Il se faisait passer pour le caïd du coin, on parlait, par exemple, on va dire son nom et son prénom à quelqu'un de la ville. Ah ben c'est bon, je le connais, il a fait telle connerie, il a fait telle chose à ce moment-là. Tout le monde le connaissait, mais enfin, c'était le petit caïd, ouais, c'était ça. Et le problème, c'est que le petit caïd du coin fait partie des fréquentations de la sœur de Jennifer, Marilyn. Un soir, à l'heure du dîner, Jennifer est chargée par ses parents d'aller récupérer sa sœur qui traîne dans le quartier. Il était là, enfin, il se parlait. Et dès qu'il m'a vu arriver, c'était le regard, il a totalement changé. Je regarde ma sœur, je fais « Viens, on rentre ». Parce qu'il est vraiment temps et il se fait tard. Et de là, il a commencé vraiment à s'énerver. Il m'a regardé, il fait si tu continues, tu verras, tu vas le regretter. Donc je le regarde, j'avais un petit sourire narquois en le regardant. Bah, qu'est-ce que tu dis tes paroles, c'est comme à chaque fois, tu me lances quelque chose, tu le fais jamais, tu passes jamais à l'acte. Mais en fait, j'aurais pas dû, parce qu'il a commencé à mettre sa main dans son manteau et il a sorti un couteau. Donc là, directement, il m'a regardé, il a pointé le couteau vers moi et il m'a dit si je continuais, il allait me planter. Je me suis dit, c'est un jouet, c'est pas possible. Mais en fait, dès qu'il s'est approché, que j'ai vu le couteau, comment il était, je me suis dit, ouais, c'est pas pour rigoler, quoi. C'est vraiment... Enfin, ça se passe vraiment et j'avais vraiment peur qu'il passe à l'acte. Donc je savais pas comment réagir, par peur soit de faire un geste de travers ou je savais pas comment réagir. C'est bizarre, quoi, c'est de se retrouver dans cette action-là et pas savoir quoi faire, ça fait peur. Il m'a toujours dit que c'était par rapport au fait que j'étais lesbienne. Chaque fois que j'étais en face de lui ou même à côté, bah, ça pue la guine, ça pue la lesbienne. Ce soir-là, les moqueries font place à l'intimidation et à la menace. Il m'avait lancé un dernier message, c'est t'inquiète pas, la prochaine fois, je vais pas te rater. Une menace qui plonge Jennifer et sa famille dans l'angoisse. Cette phrase, elle m'avait perturbée à moi, du coup, j'avais prévenu ma mère et aussi Marilyn, vu qu'elle était là. Et à ce moment-là, on avait commencé à paniquer parce que dès qu'on sortait faire des courses ou même se promener dans la ville, si on le voyait, on n'osait pas croiser son regard. Je lui disais tout le temps que si elle sortait, c'était jamais tout seul, tout le temps avec quelqu'un et tout. Et que même qu'elle devait aller porter plainte et tout par rapport aux menaces et tout. Donc ouais, pour avoir peur, ouais, j'ai vraiment eu peur pour elle. Je disais à ma mère que je partais faire un tour, elle me regardait, bah, fais attention. Même mon père, il me regardait, bah, tu fais gaffe, s'il se passe quelque chose, t'appelles ou tu fais demi-tour, tu rentres à la maison. On sentait de l'inquiétude dans leur regard, quoi. Jennifer s'en veut de causer du souci à sa famille et tente de se rassurer comme elle peut. Au début, je pensais que ça allait pas durer, c'était juste une crise dans sa tête, quoi. Mais non, c'était plusieurs mois et ça devenait long à force. Même limite, ça devenait insupportable. L'homosexualité, c'était devenu limite un problème pour moi, à un certain moment. Ça me mettait en danger et ça me mettait à part de tout le monde. Difficile à croire, difficile à entendre. Pourtant, Jennifer est bel et bien en danger. Un danger imminent, une menace qui risque d'être mise à exécution par cet homme à tout moment. Maître Mécari, lorsque Jennifer se fait agresser, on est en 2013 et le climat est très particulier à l'époque en France. Oui, absolument. On a ces manifestations du collectif La Manif pour tous, très réactionnaires, très liées à une extrême droite intégriste, catholique, avec beaucoup d'argent, donc des moyens très importants, sachant parfaitement utiliser les réseaux sociaux, les modes de propagande, qui, pendant quasiment 8 mois, ont déversé des tombereaux d'insultes sur les 3,5 millions de personnes lesbiennes, gays, bi et trans qui vivent en France, qui sont français. Donc, ça a favorisé
certainement le passage à l'acte de certains hommes, comme l'agresseur de Jennifer. Ce sont des jeunes hommes qui manquent de repères, qui sont peu assurés de leur propre sexualité. Et donc, l'autre est un bouc émissaire facile face à leur propre faiblesse. Jennifer, elle a 22 ans. Est-ce que à 22 ans, c'est pas plus difficile d'aller déposer plainte, d'aller dire voilà, je suis agressée en raison de ma sexualité. De ma sexualité. Moi, je pense que c'est souvent très difficile pour quiconque. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si le ciel vous tombait sur la tête. Vous n'avez rien fait. Vous êtes juste ce que vous êtes. Et quelqu'un s'en prend à vous physiquement. Donc c'est un vrai bouleversement, c'est une remise en question de ce que vous êtes. C'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme d'autant plus violent que vous n'avez rien fait. Vous avez une altercation avec quelqu'un, voiture mal garée, que sais-je encore, des mots s'échangent, etc. Bon, et parfois des coups. Ok, mais il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, vous êtes mal garé, etc. Là, vous êtes juste qui vous êtes. Et ça déplaît à quelqu'un. À Annecy, Michel Lapierre a eu lui aussi beaucoup de mal à se remettre de l'injustice qu'il a subie. Car depuis tout petit, Michel est un passionné. Son rêve, devenir flic, devient réalité en 1971 lorsqu'il réussit le concours d'inspecteur de police. Mais Michel dissimule un secret. Il est homosexuel. À l'époque, pour préserver sa carrière, il préfère se cacher. Un secret bien gardé, jusqu'à cette malheureuse soirée où le jeune policier est surpris en train d'animer un spectacle de transformisme. Un écart qui lui vaut d'être convoqué par son patron. Quand je suis arrivé à Chambéry, qu'il m'a reçu dans son bureau, et quand je l'ai entendu parler, là, j'ai pas percuté tout de suite ce qui arrivait, parce qu'il a commencé à me dire « J'ai appris que tu étais pédé ». Je dis « Oui, et alors ?» Il me dit « Tu serais marié, tu aurais 3 maîtresses, j'en aurais rien à foutre. Ça, je te le pardonne pas, tu me donnes ta démission. » Michel est loin de se douter à cet instant que ce n'est que le début d'une longue descente aux enfers. Tout s'écroule. Ça pulvérise d'un seul coup les rêves d'enfant, ça pulvérise l'avenir. Quand je suis sorti de ce bureau, j'étais anéanti déjà, pour commencer. J'étais anéanti. Et puis je me suis retrouvé seul le soir, sans personne. Et là, ça commençait vraiment à devenir... C'était une angoisse. J'ai eu de l'angoisse, honnêtement. Ce qui m'arrivait était terrible. On me demandait de quitter la police. Michel est meurtri. Il sait désormais que ses jours dans la police sont comptés et voit tout en noir. Quand il fait une rencontre qui va changer sa vie. Notre rencontre date de la nuit du 5 au 6 juin 1977, dans une discothèque qui s'appelait La Calèche. On a discuté, on a ri. On a beaucoup ri, on a sympathisé. Moi, j'ignorais complètement qui il était, ce qu'il faisait, d'où il venait, etc. Le lendemain, quand on est allé déjeuner ensemble, et puis après, je suis rentré un peu plus dans le détail de ce qu'il m'arrivait. Et c'était un peu délicat parce que, bon, on ne se connaissait pas non plus, hein, je ne voulais pas en rajouter à tout le monde. Donc, mais je lui en ai quand même parlé. Et ça a été non seulement un soulagement, mais ça a été une aide précieuse, quoi. Ça a été une aide précieuse, j'étais plus seul. Un soulagement de courte durée. La machine infernale s'est mise en marche et le commissaire d'Annecy a déjà pris sa décision. 2 semaines après l'entretien houleux qu'il a eu avec son patron, Michel est muté à Chambéry du jour au lendemain. Quand je suis arrivé à Chambéry, il m'a mis au secrétariat. Alors moi, qui grimpais après les murs en lice, tellement je transpirais la police, je me retrouve dans un secrétariat. Ça n'allait pas du tout. En plus de ça, mes collègues de Chambéry, on ne peut pas dire qu'ils étaient pleins d'empathie pour moi. Je le trouvais désemparé, perdu devant ce qui lui arrivait, quoi.
On ressentait quand même que c'était du harcèlement, quoi, vraiment. Et puis, c'était toutes les semaines que ce commissaire principal venait au secrétariat en me disant « Il me faut votre démission. Vous n'aurez pas ma démission. Alors faites votre demande de mutation. » Mais j'ai pas envie de partir. Faites une demande de permutation. C'était sans arrêt, sans arrêt. Et là, je me rendais compte qu'il y avait tout un processus de mise en marche infernal pour détruire quelqu'un, quoi. J'étais harcelé par ce commissaire principal qui était d'une agressivité incroyable à mon égard, jusqu'au jour où j'entre dans son bureau. Et alors là, on a commencé à s'engueuler, à perdre notre sang-froid l'un et l'autre. Et surtout moi, j'ai commencé à prendre son bureau et à le pousser contre le mur avec son bureau. Et là, il m'a regardé, il était vert de rage, il m'a dit « Vous êtes en train de faire la pire des conneries ». Et je lui ai dit « Bah oui, je vais la faire ». Je me suis retourné, je l'ai regardé, je lui ai dit « Regardez-moi bien parce que vous n'êtes pas prêt de me revoir ». Il sentait pris dans un étau et puis il n'arrivait pas à s'en sortir. Peut-être qu'on aurait dû peut-être qu'on aurait dû lui tendre la main, qu'on aurait dû, c'est pas qu'on lui a pas tendu la main, mais réagir comment dans ces situations-là, c'est pas évident. Malgré sa détermination, Michel pense à ce moment-là n'avoir aucune autre issue. Son homosexualité vient de signer la fin de sa vie. Et le lundi matin, j'ai pris la décision. J'ai fait ma demande de mise en disponibilité de mon emploi pour 2 ans, en disant « d'ici là, il sera peut-être parti ». Épuisé psychologiquement, à bout de nerfs, Michel a craqué. Il a cédé à la pression en acceptant de se retirer de la police temporairement. Il n'y avait plus d'issue, c'était une chose qui était terrible parce que ce métier d'un seul coup me rejetait. J'ai eu l'impression réellement d'être rejeté par mes pairs, mais chose qui était impensable. J'étais obligé de m'en aller. Ils avaient été presque arrivés à m'écœurer de ce métier. Et quand on est un passionné comme je le suis, c'est nous arracher les tripes de faire une chose pareille. Sans surprise, la demande de Michel est acceptée, dans un délai record. Son patron le convoque pour sceller cet accord. Je lui dépose ma plaque de police et je lui donne ma carte. Et là, il prend ma carte, il prend une paire de ciseaux et il me découpe ma carte de police au ciseau sous les yeux. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment le métier qui s'en va, quoi. C'est une petite mort. Même 40 ans après, c'est pas facile d'en parler. Je trouve pas de mots pour ce geste. Et lui, il avait le sourire. Il se débarrassait enfin de moi. Je suis parti dans le silence. Le petit flic était mort. Les rêves du petit garçon se sont envolés. L'homosexualité de Michel lui a coûté son métier, sa passion. Pour la première fois de sa vie, il va devoir réfléchir à son avenir sans la police. Là, il faut tout reprogrammer, il faut tout repenser, il faut tout revoir. Et ça, c'était pas facile. Alors avec Bernard, on avait trouvé une solution qui me permettait de ne pas perdre trop de vue ce métier que j'aimais tant. On a créé une société de sécurité privée. On tournait la nuit pour aller faire des rondes dans telle ou telle usine. On traversait la ville, si on voyait un flagrant délit, pour moi, c'était l'apothéose. Parallèlement, la plaie, elle n'était pas refermée. Hein. Pour lui,
C'était toujours une douleur présente, c'était pas refermé du tout. Mais ça a aidé. Il était, je peux dire, dans son élément, quoi. Michel a renoncé à retourner dans la police. Le patron n'a pas bougé. Il comprend que pour lui, c'est terminé. Le temps passe et au bout de 7 ans, Michel et Bernard mettent la clé sous la porte. Et un beau jour, j'ai découvert un métier qui me plaisait énormément. À l'aube des années 90, j'ai créé une société de réalisation de films documentaires et films d'entreprise. Comme c'était une passion de jeunesse aussi, le cinéma, la vidéo, donc j'ai jamais rien su faire sans y mettre mes tripes, donc ça m'allait très bien. Voilà près de 30 ans que Michel est producteur dans l'audiovisuel. Mais il reste toujours très attaché à son premier métier. Michel milite au sein de l'association FLAG. Il rêve que l'homophobie soit éradiquée dans la police. En 2015, il décide d'exorciser sa souffrance et de se raconter dans un livre, Le droit à l'indifférence, coming out chez les flics. Je dirais que ce livre a été une thérapie totale. Je ne cache pas qu'il y a eu certains passages qui étaient très difficiles à écrire, non seulement à écrire, mais à relire aussi pour moi. Et puis finalement, ce qui a été de plus dur encore, c'est vraiment cette histoire de carte découpée. Mettre des mots là-dessus, c'est très difficile. 2 mois après la sortie de son livre, Michel s'est vu restituer sa carte de retraité de la police nationale sous l'impulsion du ministre Bernard Cazeneuve en personne. Ça a été énorme. Ça a été énorme. Je ne dis pas que ça a enlevé l'histoire de la carte découpée. C'est une belle revanche sur le passé, en fait. Je pensais avoir perdu mon honneur de flic. Il m'a été rendu par cette carte. Michael Bûcheron, si FLAG existe encore aujourd'hui, créé en 2001, ça veut dire qu'on a encore besoin de cette association. Ça veut dire qu'on a encore besoin parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages en interne qui nous parviennent chaque année. Donc c'est déjà aussi encore des réalités en interne. Si un comportement comme ça intervient, on vire quelqu'un parce qu'il est gay, quel est le pouvoir de l'association, de FLAG? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aujourd'hui, on a quand même des outils. D'abord, le ministère est engagé dans une démarche de label égalité-diversité. C'est un label qui contraint le ministère de l'Intérieur à prendre des mesures en faveur de la diversité, en faveur de l'égalité des droits. Alors, ça ne concerne pas exclusivement l'homophobie ou la transphobie, mais ça concerne tous les champs prévus dans le code pénal. Maître Mécari, qu'est-ce que risque un employeur qui discrimine ou qui harcèle quelqu'un en raison de sa sexualité? Il existe maintenant, depuis le début des années 2000, tout un arsenal légal qui interdit à un employeur, d'une part, de refuser un emploi à raison de l'homosexualité, de ne pas exécuter correctement le contrat de travail, toujours à raison de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire ne pas donner une prime parce que vous êtes gay ou vous êtes lesbienne, et qui interdit aussi un licenciement fondé sur l'homosexualité. Donc un licenciement qui a été fondé sur l'homosexualité est un licenciement qui va entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le gay ou la lesbienne. Maître Mécari, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à une personne qui se trouverait dans la situation de Michel? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans une entreprise, normalement, vous avez une direction des ressources humaines que les salariés peuvent solliciter pour faire état ou expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire soit un harcèlement à raison de l'orientation sexuelle, soit un comportement d'un supérieur hiérarchique qui n'est pas acceptable parce que discriminant. Le premier rôle de l'employeur, c'est d'abord de protéger son salarié de comportements de harcèlement ou de comportements discriminants venant d'un supérieur hiérarchique. Parallèlement, je prendrai tout de suite attache avec un avocat spécialisé en droit du travail qui est sensibilisé aux questions de discrimination. On a besoin d'être accompagné. C'est difficile d'être toute seule. Ou alors, prendre attache avec les syndicats. Le syndicat auquel on appartient ou le syndicat dont on est le plus proche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, les syndicats sont un peu plus sensibilisés aux questions de discrimination et de harcèlement dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes optimiste?
pour ce qui concerne l'évolution des mentalités. Oui, je suis plutôt optimiste parce que, au fond, depuis 20 ans que je travaille pour la défense des lesbiennes, des gays, des bi et des trans, je vois que dans le champ du droit, les choses ont considérablement évolué, véritablement, pour atteindre une quasi-égalité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances, mais les résistances viennent de franges absolument minoritaires, qui sont celles qui n'acceptent pas le divorce, l'IVG, qui pensent que le monde n'a pas bougé depuis qu'il existe. Une frange minoritaire, mais néanmoins dangereuse. À Esther, dans les Hauts-de-France, Jennifer, 27 ans, a décidé de ne pas vivre cachée, malgré le sentiment d'insécurité permanent dans lequel elle vit. Jennifer est lesbienne. Et son orientation sexuelle lui vaut de subir le harcèlement d'un homme. Un homme qui lui voue une haine immense et imprévisible. Ce 18 mai 2013, Esther organise une ducasse, une de ces fêtes populaires typiques du nord de la France. Jennifer et sa compagne de l'époque sont bien sûr de la partie. Il faisait bon, donc on profite, donc on se rejoint tous. Donc j'avais proposé à mon petit frère, à ma grande sœur et les enfants de ma grande sœur de se rejoindre à la place, justement pour bien rigoler, enfin le truc habituel, quoi. On était tous en manège et tout avec mes enfants. Et ma sœur et son ex, on n'avait plus de cigarettes. Du coup, ils sont partis au tabac. On rentre dans le tabac. Et au moment où je demande le paquet de cigarettes au buraliste, je m'aperçois que le garçon est au bout du bar. Donc je le vois bien appuyé sur le bar. Et je le vois qui me regarde fixement. Donc quand on sent qu'il y a une personne qui nous regarde, on le sent en nous. Du coup, je lance vite fait un regard et je fais OK, il va avoir un problème ou je sais pas. On voyait qu'il fixait, mais bien. Donc je demande le paquet de cigarettes et au moment où je suis sortie, je presse un peu le pas. Et à ce moment-là, plus on s'éloignait, plus j'entendais quelqu'un derrière courir. Donc au moment où je me retourne, je m'aperçois que c'est lui. Et je me suis dit, mince, ça va mal se passer. S'il doit arriver quelque chose, ça sera là maintenant. C'est limite, en quelques secondes, on se fait un film dans la tête et on s'aperçoit que c'est vraiment réel et que ça va vraiment se passer au moment où je reçois le premier coup. À partir de ce moment-là, tout a commencé. Donc les coups, c'est enchaîné. C'est des coups de poing, des coups de pied, même des injures. Ce jour-là, ma sœur était habillée tout en blanche. Et d'un coup, quand j'ai tourné ma tête vers le café La Mairie, parce qu'on voyait bien le café La Mairie, j'ai vu quelqu'un tout en blanc à terre. Je fais ça, c'est bizarre. Et puis je voyais quelqu'un frapper. Je fais ça, c'est bizarre. Je suis attirée, je fais tu gardes mes enfants, je vais voir et tout. J'y vais et en fait, ouais, c'était bien ma sœur qui était à terre. Durant toute la scène, j'entendais sale guine, sale lesbienne, enfin, toutes des injures envers mon homosexualité et limite, j'étais honteuse tout au long de... Le fait que je reçois des coups et tout, ça m'a un peu salie. J'avais vraiment honte de moi. J'étais vraiment pas bien. On savait très bien que ce mec, il acceptait pas les lesbiennes, enfin les homosexuels et tout. À peine sorti du café, il a traité déjà de lesbienne et tout, de green et tout. Plus il donnait des coups et plus on ressentait la rage en lui et ça fait bizarre. C'était un monstre. En face de moi, c'était un monstre. Tellement que j'avais peur, c'était horrible. Ça va tellement vite, mais tellement qu'on a peur, tellement que ça va vite, mais on a l'impression que ça va tout doucement. On reçoit un coup, on reçoit deux coups, et limite, on voit sa vie défiler, quoi. Là, je me suis dit, là, c'est bon, c'est fini. Je suis à terre, je vais plus me relever, quoi. Là, j'ai vu sa vie à Jenny passer, en fait. Parce que je vous dis, c'était la première fois, je me calme, que je la voyais trembler et tout. Donc, ouais, j'ai eu vraiment très peur. Je voulais peut-être aller jusqu'au bout, mais il n'y a pas réussi, et tant mieux. Parce que je suis sûre que ce mec, il aurait pu.
J'avais plutôt l'impression, plus il me tapait, plus ça le soulageait, et plus il en voulait, il voulait encore, il voulait limite soulager la rage qu'il avait. Et bah, ça fait peur, ça fait froid dans le dos, quoi. Ça fait peur, quoi. Heureusement, l'agresseur est finalement stoppé par des forains. Ma soeur était à terre, elle saignait, elle convulsait et tout. J'étais en stress, surtout en pleurs, paniquée et tout à côté. Heureusement, j'ai eu l'aide de ma marraine, qui, elle, était assise à côté de moi, qui me rassurait. T'inquiète pas, il reviendra plus, calme-toi. J'ai entamé une crise d'épilepsie, donc sur place. Et je me stressais à penser, il peut revenir à tout moment et pas manquer. Plus ma marraine me réconfortait, et plus j'entendais des gens autour crier « il revient, il a quelque chose dans les mains ». Finalement, les gendarmes arrivent sur place. L'homme est embarqué au poste. Jennifer, elle, est toujours au sol lorsque les pompiers arrivent. Le bilan est lourd. J'ai eu 7 jours d'ITT, donc je ne pouvais pas aller travailler. Donc j'avais justement le nez cassé, des hématomes un peu partout. En ayant reçu des coups au niveau du dos, j'avais des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, donc je me déplace avec une béquille. J'avais une minerve également. Jennifer est éplorée, mais elle refuse de porter plainte contre son agresseur, car elle a peur. D'autant que l'homme n'est pas resté longtemps chez les gendarmes avant d'être relâché. Et puis, elle ne comprend pas. Se retrouver dans cet état, juste parce qu'on est homosexuel, provoque en elle un sentiment d'injustice immense qu'elle décide de partager. Sans réfléchir, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo donc de mon visage. On voyait quand même que j'étais amochée. J'ai pris une photo et j'ai écrit un texte. Et je pensais pas que ça allait toucher autant de personnes. Et donc j'ai fini par publier et j'ai vu un commentaire, 2 commentaires, 10 partages. Et en fait, au final, tout s'est enchaîné. Tout le monde a commenté. J'ai eu plus de 200 demandes d'amis. J'ai eu plusieurs filles donc, sur le réseau social qui m'ont dit « Merci Jennifer, grâce à toi, je suis au lycée, je l'ai dit à mes amis, c'est passé tout seul. » Ils l'ont pris, ils l'ont super bien pris et c'est ça qui est bien, les trucs positifs qui peuvent ressortir de cette histoire. Un élan d'espoir et de soutien qui pousse Jennifer à se battre, pour elle, mais aussi pour les autres. À partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, passe à autre chose et passe le pas. Va porter plainte dès le lendemain ou dès que tu sors, n'attends plus. Il est passé à l'acte, réagis, quoi. C'est pas quelque chose qu'on doit laisser passer, sachant que voilà, c'est un mec violent et tout. Et le laisser là dehors, même que ma sœur, elle gagne rien, style les dommages et intérêts au cours, elle s'en fiche en fait. C'est que la justice soit faite. J'ai porté plainte, donc on m'a entendu, donc on a entendu aussi mon frère et ma sœur, et également l'agresseur en question. Et justement, quelques temps après, je reçois un courrier du tribunal. Je prends le courrier, je me suis dit, ouf, enfin. Pour moi, c'est un truc positif, ça serait une réponse positive. Une agression homophobe, on ne peut pas fermer les yeux et passer à autre chose. Et au moment où je lisais le courrier, j'ai ressenti un peu mon cœur serré et j'étais écœurée. L'affaire était classée sans suite. Parce que monsieur était sous l'effet de l'alcool, donc il savait pas ce qu'il faisait, quoi. C'était l'alcool qui faisait ça, c'était le fait d'avoir bu qu'il a mal réagi. À ce moment-là, j'ai regardé le papier et je me suis dit merde, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je l'ai montré à ma copine et elle l'a lu et limite, elle était en pleurs, quoi. On se regardait, on fait non, c'est dégueulasse. On fait quoi? Pour moi, c'était obligé qu'ils prennent de la prison. Mais non, monsieur, il n'y a rien eu, pas d'amende, pas de prison, rien du tout. Donc ouais, on était vraiment dégoûtés. Pour Jennifer, ce courrier est d'une violence inouïe.
comme si la justice tolérait et validait les agressions homophobes. À partir de là, j'ai abandonné. Je voulais plus rien savoir, je voulais plus montrer aux gens qui j'étais. J'avais fini par avoir honte de moi-même. Les jours ont passé et limite, je cachais mon homosexualité. J'avais honte. Là, j'avais vraiment honte d'être lesbienne. J'avais plus envie de faire savoir que j'étais avec une fille, jusque même à me poser la question est-ce que, en fait, t'es bien en fille? Si t'aimes bien les filles, est-ce que tu devrais pas changer de sexe? Ou limite, je suis arrivée à me poser cette question-là. Jennifer se cache, s'interroge, se remet en question. Avant de prendre finalement une décision, celle de ne pas contester le classement de sa plainte et d'en rester là. Elle avait peut-être aussi envie d'oublier tout ce qu'elle a eu, ou même peut-être le revoir, justement. Style pour passer au tribunal et tout, confrontation et tout, on ne sait jamais. Peut-être la peur de le recroiser ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Il y avait la peur que ça recommence, que les jugements se multiplient encore plus qu'avant. Et donc la peur, elle est là tout le temps, en permanence. Une situation invivable pour la jeune fille. Quelques mois plus tard, une place d'animatrice d'activités périscolaires se libère à une centaine de kilomètres de chez elle. Une aubaine pour Jennifer. Ça a été vraiment un soulagement et ça m'a permis de limite tourner la page et me retrouver moi-même. Je recommence une vie à zéro, profite. La honte d'être lesbienne, limite c'était parti et j'ai vécu, quand je suis partie là-bas, j'ai vraiment vécu ma vie à fond. J'ai soufflé et limite mon poids il était parti et ça m'a fait du bien. 5 années durant lesquelles Jennifer a pu se reconstruire, loin de l'injustice qu'elle a vécue, et reprendre confiance en elle. Mais aujourd'hui, Jennifer est de retour dans sa ville natale. Là, ça fait peu de temps, ça fait à peu près un mois et demi que je suis revenue ici. Et en fait, je repars pas à zéro, mais en fait, j'ai remarqué que j'ai toujours cette crainte. À l'heure actuelle, ça me traumatise toujours. Je sors dans la rue, je vais regarder derrière s'il n'y a personne ou s'il est là. Il y a toujours une peur derrière moi. Mais je sais que là, j'ai ma famille derrière moi, j'ai mes amis et je suis rassurée. Même si la page n'est pas encore définitivement tournée, Jennifer a réussi à reprendre confiance en elle. Aujourd'hui, la jeune femme est amoureuse et assume complètement sa nouvelle histoire. J'ai plus envie d'avoir honte. C'est normal, c'est tout. On a des sentiments comme tout le monde, on aime une personne comme tout le monde. Un couple hétéro, il tombe amoureux, un couple de lesbiennes, un couple de gays, il tombe amoureux aussi, c'est la même chose. Je sais que là, avec ma copine, je suis dehors avec elle, je suis fière d'être avec elle. Et je suis fière d'être avec une fille. Je vais lui donner la main, je vais lui faire un bisou. J'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de me priver par rapport au regard des gens. Caroline Mécari, Jennifer ne va pas déposer plainte. Est-ce que c'est fréquent que les victimes renoncent, baissent les bras comme ça ? Ça arrive très, très régulièrement. Il est très fréquent, même encore aujourd'hui, que le fait de venir se plaindre d'une agression, de coups et blessures à raison de l'orientation sexuelle soit traité par le mépris, ou en tout cas une forme de mépris par les policiers ou par les gendarmes. Enfin, ça, c'est des choses que je vois de façon très récurrente. On a un défaut de formation de la police qui est surtout incité à faire du chiffre et non pas à rentrer dans une vraie protection du citoyen alors qu'il en a besoin. Psychologiquement, j'imagine que c'est encore pire pour la victime d'une agression homophobe de se voir claquer au nez la porte des institutions. Ça renvoie la victime dans une solitude immense. Et il ne faut pas qu'elle reste dans cette solitude immense, il faut qu'elle saisisse les associations. Il y a des associations de défense des droits LGBT localement, il faut porter le témoignage à SOS Homophobie, il faut vraiment se manifester, éventuellement via les réseaux sociaux. Et en même temps, cette affaire, elle est extrêmement complexe parce que Jennifer vit dans un village et on peut comprendre qu'elle ait peur de représailles. Oui, elle peut avoir peur de représailles, mais avec une plainte
qui est prise d'une manière correcte, avec l'accompagnement par un avocat compétent, c'est l'agresseur qui va se retrouver mis au banc de la société. Il y a un moment où il faut se faire respecter. Si on ne se fait pas respecter à ce moment-là, on ne pourra pas s'en remettre, en fait, je pense. Aujourd'hui encore, le combat contre l'homophobie est loin d'être gagné. Si Michel est parvenu à faire le deuil de sa vie d'avant et à se reconstruire, Jennifer, elle, vit toujours dans la crainte permanente d'une nouvelle agression.